sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Ceux d'entre vous qui sont encore à table vont avoir envie d'y rester. C'est une émission appétissante que Franck Ferrand nous propose en ce début d'après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Mon invité d'aujourd'hui est sans nul doute en France un des meilleurs gastronomes, une fine fourchette doublée d'une plume élégante. L'autre jour, au cours d'un repas succulent, il me citait ces mots de Jean-François Revel. La cuisine, c'est l'art de sublimer la nature. La gastronomie, c'est l'art de sublimer la cuisine. Je suis heureux de recevoir Nicolas Drabaudy pour évoquer en sa compagnie les plus vieux restaurants de notre pays. Et justement, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Grégory sur l'origine du terme brigade dans les cuisines des restaurateurs. Eh bien, nous répondrons peut-être à Grégory ensemble. Pour le moment, je vous propose un petit voyage au 7e ciel de l'art de vivre à la française ou, si vous préférez, au 6e étage d'une maison de légende, la Tour d'Argent. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Certaines émissions sont spécialement agréables à préparer. Pour celle d'aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés il y a quelques jours avec Nicolas Drabaudy au 15 du quai de la Tournelle, dans le 5e arrondissement. La Tournelle, c'était une tour qui avait été bâtie par Philippe Auguste et qui n'existe plus aujourd'hui. Rive gauche, donc, face à l'île Saint-Louis, au bout du pont de la Tournelle où se dresse la statue de Sainte-Geneviève par Landowski. Cette statue qui scrute l'est ou menace les Huns. Dans l'élégant vestibule du rez-de-chaussée, boiserie blonde et jolie dallage, trône la table du café anglais, maison apparentée, où en 1867 avait soupé Guillaume de Prusse, Alexandre II de Russie et son fils le futur Alexandre III. On appelle ça la table des 3 empereurs. L'histoire à la Tour d'Argent est partout présente. La première hostellerie à ce nom s'est ouverte ici en 1582, sous le règne d'Henri III. C'était une élégante maison Renaissance dont le roi lui-même avait fini par devenir une sorte d'habitué. D'ailleurs, c'est dans cette hôtellerie à l'italienne que la fourchette a fait son apparition en France. Par la suite, Henri IV est venu déguster ici le célèbre pâté de héron du cuisinier oyer traiteur Rourteau. Un oyer, c'était un saucier, si vous voulez, à l'époque, quelqu'un qui savait faire des ragoûts. Un siècle et demi plus tard, c'est à la Tour que le pendable maréchal de Richelieu organise son fameux dîner composé uniquement de bœuf, préparé de 30 façons différentes. Puis viendront, après la Révolution, le temps du cuisinier Lecoq, chef des cuisines impériales, puis du maître d'hôtel Delair, qui codifiera le fameux Frédéric, on va en parler tout à l'heure. C'est lui qui va codifier la recette du fameux canard au sang, ce canard au sang dont Brillat-Savarin a dit qu'il avait plus fait pour le bonheur du genre humain que la découverte d'une étoile. À partir de 1890, ce légendaire caneton à la presse est numéroté, le numéro étant ensuite confié au client. Celui que nous avons dégusté l'autre jour avec Nicolas Drabaudy portait le numéro 1 140 196. La Tour d'Argent devient propriété d'André Terrail en 1911. C'est lui qui, en 1936, va hisser la salle de restaurant au 6e étage pour en faire un des premiers restaurants panoramiques de Paris. Son fils Claude lui succède en 1947. Aujourd'hui, l'inoubliable Claude Terrail, grand résistant dont la boutonnière s'ornait invariablement d'un bleuet, n'est plus là pour accueillir les clients. Il s'est éteint en 2006 à 88 ans, après avoir mis en scène 6 décennies durant ce qu'il considérait comme un spectacle quotidien. Il est un peu plus de 20 heures, a-t-il écrit dans le roman de la Tour d'Argent. Pour la 100e fois, pour la 1000e fois, pour la 10 000e fois peut-être, me voilà prêt à entrer en scène. La comédie que nous allons jouer est un dîner et moi je suis votre hôte. Dans quelques instants, je vais saluer celles et ceux qui, des 4 coins du monde, anonymes ou célèbres, sont venus jusqu'à nous pour nous donner la réplique et nous permettre d'exercer notre art. Un spectacle se déroulant dans une salle elle-même ouverte sur la plus belle scène du monde, Paris. Claude Terrail possédait au dernier degré le sens de l'éclat. Il a reçu dans son établissement, entre autres gloires, et l'empereur Hirohito, et la reine Elisabeth II, mais aussi Churchill et Kennedy, Greta Garbo, Orson Welles, qui pourrait en dire autant? Si elle pouvait parler, les tables de la tour, écrit-il, elles compteraient de bien belles et de bien étranges histoires, grandes dates et moments furtifs, caprices d'une saison, d'un jour ou gloires éternelles.
L'événement qui a fait 5 lignes à la colonne des potins est celui qui marque l'histoire. Oh non, n'attendez pas de croustillantes indiscrétions. Les tables de la Tour d'Argent ignorent ce qui se passe sous leur nappe. Elles n'ont Dieu que pour les beaux visages, d'oreilles que pour les bons mots. Et l'homme au bleuet ajoutait « Celle qui, maintes fois, vit le sourire clair ou l'adorable sourire de Brigitte Bardot n'a pas oublié le charme pimpant de Claudette Colbert, celle où Charlie Chaplin en 1952, 21 ans après sa première visite, refit pour la joie de tous le célèbre ballet des petits pains de la ruée vers l'or, se souvenait aussi de Paulette Godard, qui ne manquait jamais de dîner à la Tour chaque fois qu'elle venait se choisir quelques robes chez Schiaparelli ou quelques chapeaux. Aujourd'hui, c'est le fils de Claude Terrail, André, qui préside aux destinées du plus historique des restaurants parisiens. Autant dire que la Tour demeure une entreprise familiale. En ses murs, comme chez La Serre, autre temple de la gastronomie, tout commence par le sas d'un ascenseur qui vous mène directement au 6e étage, à la salle panoramique. On vient à la Tour d'Argent pour dîner, disait Sacha Guitry. Arrivé là, on regarde. Et bien près de 80 ans plus tard, on regarde toujours. Quand vous entrez dans la salle aux harmonies ivoire et bleu de France, face à l'arrondi des grandes baies ouvrant sur le ciel, vous êtes littéralement happé par le chevet de la cathédrale Notre-Dame, qui s'offre à votre vue sous son meilleur angle. Juste après-guerre, au temps des vaches maigres, c'est Claude Terrail lui-même qui finançait chaque soir son illumination pour le plaisir de ses clients, de ses hôtes à la vérité, car ici, tout est fait pour le convive, surnommé Sa Majesté le client, avant que ne vous parviennent, avec cette discrétion fluide qui n'appartient qu'aux grandes maisons, les plats incontournables, la célèbre quenelle, le légendaire caneton de Chaland, donc, toujours fourni par la maison Burgot, mais aussi les créations du chef Laurent Delarbre, meilleur ouvrier de France, avant même que vous soient servis des vins issus de l'illustre cave, plus de 400 000 bouteilles, de tous les crus possibles avec une prédilection pour les grands Bourgognes, vous aurez été gagné par cette harmonie panoramique où entre du velours bleu et des timbales d'argent et par ce brouhaha gourmand feutré qui reste l'apanage des grandes et des rares maisons. La clientèle est un petit peu la même qu'aux autres tables historiques de Paris, le Véfour, Taillevent, La Serre dont nous allons parler tout à l'heure, avec peut-être un peu plus de clients de province. C'est que la Tour d'Argent reste un lieu où l'on vient célébrer au champagne les grands événements privés. Convier quelqu'un, disait Brillat-Savarin, c'est se charger de son bonheur pendant tout le temps qu'il est sous notre toit. Voilà qui nous ramène plus loin, somme toute, que la simple notion de gastronomie. Du reste, les mots de gastronomie, de gastronome sont relativement récents. Ils ont été forgés au début du XIXe siècle par un certain Joseph Berchoux, auteur en 1801 de La gastronomie ou l'homme des champs. Berchoux, vous savez, c'était ce grand amateur de saveurs nouvelles qui disait « Rien ne doit déranger l'honnête homme qui dîne ». Ce tournant du XIXe siècle est très important dans l'histoire de la cuisine française. C'est le moment où va s'inventer la cuisine moderne telle que nous la connaissons, évidemment modifiée aujourd'hui. C'est surtout le moment où sont apparus les véritables restaurants. Du film Le Grand Restaurant sur Europe 1. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'histoire de la Tour d'Argent. Dans une conférence qu'elle donnait en novembre 1947, au moment de la reprise de la Tour d'Argent par Claude Terrail, justement, Madame France disait « Peut-on imaginer, pour des gourmets, un cadre plus approprié et plus délicieux que celui de la Tour d'Argent, restaurant élégant, situé sur un des quais les plus élégants de la Seine ». Voilà le style de 1947. Les personnages de qualité vont s'y délecter à tout point de vue, dit-elle. Nous savons que le sévère cardinal de Richelieu lui-même venait y souper de potage au lait d'amande, de cygnes rôtis à la broche, de grues sauce aux prunes. Nous savons, par la charmante marquise de Sévigné, aussi bavarde que gourmande, que le chocolat que l'on dégustait à la Tour d'Argent était fameux et qu'elle ne se privait pas d'y venir faire visite. En carrosse de carnavalet, il n'y avait pas bien loin. Au XVIIIe siècle, les fermiers généraux se retrouvèrent là souvent autour de somptueux repas.
En fait, c'est le XVIIIe siècle qui laissa son cadre à la tour d'argent, nous dit-elle. La grande salle du rez-de-chaussée garde des boiseries, des ferronneries, un mobilier de cette époque, une très belle pendule de Cafieri, des gravures, des vitrines remplies de souvenirs extraordinairement précieux et qui constituent une collection unique au monde. C'est une vieille hôtellerie que ce restaurant, je vous le disais. On disait d'ailleurs à Paris, on s'est mis assez vite à dire une auberge. Alors, sous l'Ancien Régime, il y a plusieurs catégories de restaurants. Vous avez les auberges, qui sont les endroits où l'on dîne et ensuite où l'on peut dormir. Vous avez la taverne, qu'on disait taverne à pot et à assiette en fait. Alors là, on vous servait du vin et puis pour le reste, c'était les rôtisseurs du coin, c'était les traiteurs qui apportaient la nourriture. Parfois même, un peu dans l'esprit de l'auberge espagnole, vous pouviez apporter vous-même de quoi dîner ou de quoi souper. Le cabaret, donc vous voyez l'auberge, la taverne, le cabaret. Le cabaret, lui, se contentait de servir du vin à pot et à pinte. Alors on pouvait aussi demander avec le vin un peu de fromage ou du hareng ou quelque chose pour grignoter. C'était un peu l'ancêtre de nos actuels bars à vin, si vous voulez. Mais si vous vouliez, sous l'Ancien Régime, faire un grand repas, si vous vouliez participer de ce qu'on pouvait déjà considérer comme un art de la table, alors il fallait être invité à une grande table. Il fallait aller chez les princes, chez les Soubise, chez les Talleyrand, chez les Orléans, que sais-je. Il y avait de ces grandes maisons qui tenaient table ouverte et l'on connaissait des seigneurs qui s'arrangeaient très bien pour pouvoir dîner. Quand on dînait, c'était à la mi-journée, ou souper c'était tard le soir, tous les jours à des tables différentes. On y était tout simplement invité. Or, les bourgeois, et même d'une façon plus générale la petite noblesse, je pense à la noblesse de robe, n'avaient pas cette possibilité. Ça coûtait très cher d'avoir un cuisinier, tout un personnel de cuisine bien entendu. Alors que faisait-on ? Eh bien, on appelait le traiteur. Et c'est un traiteur qui fabriquait les plats chez lui et qui vous les apportait chez vous. Et puis petit à petit, les traiteurs ont obtenu le privilège, ça n'a jamais d'ailleurs été très officiel, de tenir chez eux ce qu'on appelait table d'hôte. C'est-à-dire qu'ils avaient une grande table et qu'à heure fixe, ils vous servaient un plat qui était le plat du jour. Il n'y avait pas d'autre choix. Et alors, en fonction de ce que vous preniez dans ce plat, on vous tarifait le repas plus ou moins cher, bien entendu. La grande révolution, si je puis dire, parce qu'elle intervient juste avant la célèbre révolution française, la révolution politique, la grande révolution, ça va être le restaurant, parce que dans le restaurant, vous pouvez venir manger à n'importe quelle heure, vous êtes à des tables séparées, et l'on vous facture le prix indiqué sur la carte. C'est donc une révolution, cela change tout, et ça c'est né à la fin du XVIIe siècle, à la fin des années 1760. On est donc là sous le règne de Louis XV. Voilà ce qu'écrivait le grand gastronome et érudit Brillat-Savarin à propos de ces restaurants. Il nous dit qu'autrefois, celui qui voulait régaler quelques amis était forcé de commander à l'avance, de sorte que ceux qui n'avaient pas le bonheur d'être invités dans quelques maisons opulentes quittaient la grande ville sans connaître les délices de la cuisine parisienne. Un tel ordre de choses, qui blessait des intérêts si journaliers, ne pouvait pas durer, et déjà quelques penseurs rêvaient d'une amélioration, nous dit-il. Enfin, il se trouva un homme de tête qui jugea qu'une cause aussi active ne pouvait rester sans effet et que, le même besoin se reproduisant chaque jour vers les mêmes heures, les consommateurs viendraient en foule là où il serait certain que ce besoin serait agréablement satisfait, que si l'on détachait une aile de volaille en faveur du premier venu, il ne manquerait pas de s'en présenter un second qui se contenterait de la cuisse, qu'on ne regarderait pas à une légère augmentation de paiement quand on aurait été bien promptement et proprement servi, que d'ailleurs la variété des mets, combinée avec la fixité des prix, aurait l'avantage de pouvoir convenir à toutes les fortunes. Alors, il semblerait que le tout premier restaurant tel que nous le concevons, nous, soit né rue des Poulies, c'est-à-dire c'est dans l'actuelle rue du Louvre, on est en plein actuel premier arrondissement de Paris. On y servait ce qu'on appelait le restaurant divin. Alors ça, cette notion de restaurant pour désigner un plat qui vous faisait du bien, qui était bon pour la santé, cette notion, elle existe dès le XVIe siècle. Sous la plume de Marguerite de Navarre, on trouve ce mot de restaurant pour désigner un bouillon riche et qui permettait de soigner les malades, tout simplement. Alors il était fait généralement d'un mélange de chair de volaille et de viande de boucherie hachée très menue, qu'on distillait dans un alambic avec de l'orge mondée, vous imaginez, des roses sèche et du raisin de Damas. Tout ça devait être très parfumé et absolument délicieux. Alors,
Que savons-nous de ce tout premier restaurant ? Bien, voilà ce que nous dit le père de la Mésangère, grand spécialiste de la question. L'idée, dit-il, date de 1765 et appartient à un nommé boulanger qui demeurait rue des Poulies, donc l'actuelle rue du Louvre. Sur sa porte, se lisait cette application peu respectueuse d'un passage de l'Évangile. « Venez tous à moi, vous dont l'estomac crie misère, et je vous restaurerai ». Voilà d'où ça vient ce mot de restaurant. Outre que Boulanger vendait des bouillons, on trouvait à manger chez lui, mais comme il n'était pas traiteur, il ne pouvait servir de ragoût. Oui, parce qu'on est sous l'Ancien Régime et que les corporations ont des privilèges. Donc chacun a le droit de faire certaines choses. Vous ne pouvez pas empiéter sur la spécialité du voisin. Tout ça était extrêmement clair et bien rangé, si je puis dire, sous l'Ancien Régime. C'est-à-dire à la place de cela, il donnait des volailles au gros sel, des œufs frais, etc. Et cela était servi sans nappe, sur de petites tables de marbre. D'autres restaurateurs s'établirent à son imitation, notamment un Vauxhall, rue du Colisée, et dans tous les lieux d'assemblée et de réjouissance publique. La nouveauté, la mode, et surtout la cherté les accréditèrent. Oui, c'est un paradoxe, mais vous savez, quand vous voulez mettre quelque chose à la mode, il faut monter le prix généralement, ça aide. Car telle personne qui n'aurait pas osé s'asseoir à une table d'hôte chez un traiteur allait sans difficulté payer le même dîner fort cher chez le restaurateur, nous dit la Mésangère. En 1767, Diderot écrit à Mademoiselle Voland, vous savez, il écrit « Je sortais de là pour aller dîner au restaurateur de la rue des Poulies. On y est bien, mais chèrement traité. » Vous voyez que lui-même avait remarqué que l'addition était plutôt salée. Et dans une autre lettre de Diderot, on peut lire « Mardi, depuis 7h30 jusqu'à 2 ou 3 heures au salon. Ensuite, dîner chez la belle restauratrice de la rue des Poulies. » Et voilà peut-être le secret de la réussite de ce tout premier restaurateur parisien, de ce tout premier restaurateur du monde, c'est que la dame à la caisse devait être particulièrement charmante et accorte. Alors le terme de restaurateur, il apparaît pour la première fois dans le dictionnaire de Trévoux en 1771, donc vous voyez, pas très longtemps après, 1771, on est à la toute fin du règne de Louis XV. Il est établi à Paris de nouveaux traiteurs qui ne vendent que des restaurants, donc des bouillons si vous préférez, et qui s'appellent restaurateurs, nous dit le dictionnaire. Les restaurateurs, peut-on lire un peu plus loin dans les tablettes royales de leur nommée, les restaurateurs sont ceux qui ont l'art de faire de véritables consommés dits restaurants ou bouillons de prince et le droit de vendre toutes sortes de crèmes, potages au riz, au vermicelle, œufs frais, macaronis, chapons au gros sel, confitures, compotes et autres mets salubres et délicats. Et l'on peut, à peu près au même moment, dans l'almanach du Dauphin, lire ces mots. Ces nouveaux établissements qui, en naissant, ont pris le nom de restaurants ou maisons de santé, parce qu'à l'époque on disait l'un ou l'autre, devront leur institution en cette capitale aux sieurs Rose et Pontaillé en 1766. Vous voyez que tout ça va dans le même sens. Le premier de ces établissements, qui ne le cède en rien au plus beau café, fut formé rue des Poulies, mais n'étant pas situé dans un emplacement assez avantageux, il fut par la suite transféré rue Saint-Honoré, hôtel d'Aligre, où il s'est toujours continué avec le même succès et les mêmes principes de propreté, de décence et d'intégrité qui doivent faire la base de ces établissements. Et oui, on avait eu l'auberge, on avait eu le cabaret, on avait eu la taverne, on avait eu le café, on aura désormais le restaurant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à la création des premiers restaurants. Ce qui va faire la fortune des restaurants parisiens, très paradoxalement, c'est l'effondrement de la société aristocratique de l'Ancien Régime, puisque à partir du moment où la Révolution oblige tous ces princes à s'exiler, vous savez, c'est l'immense émigration des années 1789 et 1790, eh bien, du coup, tout leur chef de cuisine et tout le personnel, d'ailleurs, qui était avec ces chefs, va se retrouver inemployé. Les grands seigneurs s'exilent et ils n'emmènent pas, en tout cas, tous n'emmènent pas avec eux leur chef cuisinier. Résultat, eh bien, on va voir ces chefs petit à petit ouvrir leur propre maison. Les chefs de cuisine des ci-devant tous les maîtres queues de l'aristocratie passent au service des princes, peut-on lire dans une feuille de l'époque, des nobles et des financiers au service du public. Et d'ailleurs, c'est très intéressant
de voir à quel point les grandes maisons, Beauvilliers, les frères Provençaux, on va y revenir, hein, les Méo, Véry, etc., le bœuf à la mode, le café de Chartres, etc., vont voir affluer ceux qui, dans l'imaginaire collectif des Français, sont restés apparentés à l'image d'une révolution très dure. Des gens évidemment comme Danton, comme Camille Desmoulins, etc., ont pris l'habitude de dîner, de souper dans ces restaurants. Voici par exemple ce que dit Danton devant tout un auditoire. « Enfin notre tour est venu de jouir de la vie. Hôtels somptueux, mets délicats, vins exquis, étoffes d'or et de soie, femmes dont on rêve, tout cela est le prix de la force conquise. » Voilà, à mon avis, une des définitions les moins politiquement correctes qu'on ait jamais dites, qu'on ait jamais vues de la Révolution française. Mais il y a bien ça aussi dans la Révolution. C'est-à-dire ces bourgeois qui, jusque-là, n'avaient droit à rien et qui, d'un seul coup, se parent des vêtements de la noblesse exilée. Il y a cet aspect incontestablement. Alors, on va voir s'installer dès 1786, donc avant la Révolution, les trois frères Provençaux, rue Helvétius, l'actuelle rue Sainte-Anne. Alors eux, ils font de la cuisine méditerranéenne. Ils sont notamment les champions de la bouillabaisse. Rue de Richelieu, vous avez Robert, qui est l'ancien chef des cuisines du prince de Condé. Vous avez Beauvilliers, donc l'ancien officier de bouche de Monsieur Comte de Provence, hein, le propre frère du roi, qui va ouvrir son grand restaurant dans les nouvelles galeries du Palais Royal, etc. Beauvilliers, d'ailleurs, peut être considéré comme le premier grand restaurant français. Ça, c'est ce que nous dit Brillat-Savarin. Il ouvre sa boutique, si je puis dire, en 1792, au 26 de la rue de Richelieu. Ça s'appelle la Grande Taverne de Londres. Et alors, on voit le propriétaire, hein, on voit Beauvilliers, ancien officier de bouche de monsieur, se promener avec jabot, plastron et épée dans son propre restaurant pour traiter les personnes qui viennent là, pour goûter à ce qui jusqu'alors était réservé au Palais des Princes, bien entendu. Beauvilliers a été pendant plus de 15 ans le plus fameux restaurateur de Paris, nous dit ainsi Brillat-Savarin. Le premier, il eut un salon élégant, des garçons bien mis, un caveau soigné et une cuisine supérieure. Et quand plusieurs ont cherché à l'égaler, il a soutenu la lutte sans désavantage, parce qu'il n'a eu que quelques pas à faire pour suivre le progrès de la science. Pendant les deux occupations successives de Paris en 1814 et en 1815, on voyait constamment devant son hôtel des véhicules de toutes les nations. Il connaissait tous les chefs des corps étrangers, donc tous les ambassadeurs si vous préférez, et tous les généraux qui commandaient les différentes armées. Il avait fini par parler toutes leurs langues, autant qu'il était nécessaire à son commerce. Beauvilliers publia vers la fin de sa vie un ouvrage en 2 volumes in-octavo intitulé « L'art du cuisinier ». Cet ouvrage, fruit d'une longue expérience, porte le cachet d'une pratique éclairée et jouit encore de toute l'estime qu'on lui accorda dans sa nouveauté. Jusque-là, l'art n'avait point été traité avec autant d'exactitude. Mais notre tour là-dedans, me demanderez-vous, notre tour d'argent, eh bien, d'auberge, entre-temps, elle était elle aussi devenue restaurant. Nous y venons dans un instant. Bonjour Nicolas Drabaudy. Bonjour. Nous sommes sobres aujourd'hui, nous n'avons rien à manger, rien à boire, mais oui, tout à raconter avec vous. et tout un est instant. dans le souvenir. N'est-ce pas ? Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, des plus vieux restaurants de France, avec votre invité, le chroniqueur de gastronomie Nicolas Drabaudy, auteur d'Histoire des 50 meilleurs restaurants de France aux éditions Alphée. Alors quand on ouvre ce bel album hein, qui est de forme carrée, rien ne change et tout continue comme avant, peut-on lire page 233. La tour accueille 25 000 clients au 5e étage par l'ascenseur magique qui vous aspire en un clin d'œil dans le ciel de Paris, Nicolas Drabaudy. Oui, c'est la modernisation de la tour. On peut dire que c'est l'ascenseur. Il faut bien, on va pas monter à pied. Ça au c'est 5e 1936. Hein. C'est ça, voilà. C'est quand. J'ai dit 6e étage, en fait c'est le 5e, pardon. C'est le 5e, oui. 5e, 6e, c'est la terrasse C'est ça. qui voudrait que André Terrail, le fils, voudrait ouvrir pour recevoir un public, pour leur du thé, ou enfin pour faire travailler le 6e. André Terrail, on peut même dire le petit-fils, puisqu'il Le avait un petit-fils. grand-père André qui est à l'origine de tout ça. Alors, André, oui. avant lui, il y avait, il faut quand même qu'on parle de Frédéric Delair, c'est fondamental. Capital. Parce que Frédéric Delair, donc, c'est le premier restaurateur cuisinier qui ouvre l'établissement au rez-de-chaussée. Ce que les Terrail ont appelé maintenant le musée de la table, où on ne fait que passer, où on peut prendre l'apéritif. Qui est devenu d'ailleurs. l'entrée, le vestibule. C'est le voilà. vestibule qui avait que 30 couverts, dans lequel Frédéric Delair, très bon cuisinier,
fabriquait, cuisait le caneton de Châlons, probablement. Il avait donc trouvé un fournisseur en Vendée pour faire avoir des canards élevés 10 mois. Enfin, c'est déjà, ça c'est vraiment le signe d'un grand restaurant, c'est-à-dire quand on contrôle la matière première. Qu'est-ce qu'on va cuire? Est-ce que c'est Maître Frédéric qui a mis le canard à la mode d'une certaine manière? Je crois, oui. Je crois parce que je pense qu'il fait que ça. D'abord, il est tout seul, ou avec un aide ou deux. Donc il y a très peu de monde. Il faut bien songer que au Ritz, Escoffier, il a 100 personnes dans la cuisine. Vous voyez, avec son chapeau melon, il dirige tout ça, mais il fait rien. Tandis que lui, il cuit. On le voit bien d'ailleurs dans les cartes postales qu'on reçoit, que c'est lui qui cuit et qui touille le canard. Alors, dans cette spécialité, entre une part évidemment de mythe, de légende, ça fait partie aussi, ça, d'un grand restaurant. On nous bassine beaucoup avec les étoiles, etc. Bon, vous êtes vous-même chroniqueur gastronomique, et je ne dis pas que je ne lis pas moi aussi les critiques gastronomiques, mais qu'on le veuille ou non, et quel que soit l'immense talent de certains chefs actuels, rien ne remplacera jamais la magie d'un lieu qui est patiné par plusieurs siècles d'histoire. Voilà, vous l'avez dit, c'est le restaurant le plus historique de notre pays, celui qui a traversé le temps, les guerres. Pendant la guerre de 40, Claude Terrail mure la cave où, comme vous l'avez dit, il y a 400 000 bouteilles. Sinon, la Wehrmacht qui vient déjeuner et dîner là-bas aurait bu les Pétrus, les Lafite et surtout les grands cognacs d'avant la Révolution. Donc Terrail, en 42, il vient murer la table. C'est déjà un geste magnifique pour protéger ce qui aurait été consommé par l'armée allemande. Alors évidemment, chaque canard est numéroté, oui. Et certains numéros sont plus célèbres que d'autres, parce qu'on peut dire que le monde entier est venu souper à la Tour d'Argent. Voilà, le Gotha du monde, c'était, comme vous l'avez dit, des rois, l'empereur, et puis alors, beaucoup d'Américains. Terrail a été, d'abord il avait épousé une Américaine, la fille de Jacques Warner dans les années 50. Des productions Warner. Warner, c'est ça. Donc, grâce à ça et à ses voyages à Los Angeles et à Hollywood, où il a organisé des fêtes, des soirées, c'est un mondain, Terrail. Mais c'est un mondain utile. Il veut travailler pour la tour, d'abord, il faut la remplir. Et comme vous avez dit, 25 000 clients par an, ça c'est maintenant. Mais au début du siècle, dans les années 30, on fait pas ça. Non, c'est un restaurant modeste, jusqu'au jour où l'idée de génie, ça va être de transporter le restaurant au sommet. Alors là, ça c'est quelque chose. Parce que la vue, comme vous avez senti, est sublime. C'est-à-dire que c'est une des plus belles, sinon la plus belle, en tout cas une des plus belles vues sur Paris. Et la plus belle, c'est à la manger probablement d'Europe. Où est-ce qu'on voit toute une ville comme ça devant vous, qui n'a pas bougé depuis. La ville est là, elle s'invite à table, si on peut dire. Il y a les timbales d'argent sur les tables, il y a tout ce cérémonial qu'on retrouve de la même façon chez Taïwan, évidemment chez Lasserre, qui est un peu le conservatoire du grand service aussi. Bien sûr, et qu'on retrouvait à l'époque chez Maxime. Chez Maxime aussi, oui, bien sûr, oui. Donc ça, ce sont les grandes maisons. On va venir à toutes ces maisons l'une après l'autre. La Tour d'Argent, c'est 1582 pour ce qui est de l'auberge. Le restaurant en tant que tel, c'est la fin du 19e siècle, en fait. C'est quand Frédéric Delair achète le restaurant au cuisinier Lecoq, cuisinier de Napoléon, et que lui, qui sait faire la cuisine, probablement que Delair a été chef dans une maison chez le prince de Broglie ou chose comme ça, et qu'il sait faire la cuisine, parce que les princes qui nous gouvernaient savaient manger. Parce que la table, c'est l'expérience de la table. Qu'est-ce que c'est un caneton cuit rosé? Faut le savoir, vous voyez. Et puis là, ça ne s'invente pas. Donc il y a un savoir-faire, une magie du travail. C'est la perfection même, évidemment. 1 200 000 canetons ont été dégustés dans cette salle, ce qui veut dire qu'ils ont aussi été préparés dans ces cuisines, et ça fait plusieurs siècles maintenant que les meilleurs cuisiniers travaillent là. C'est quand même incroyable. C'est le seul restaurateur qui a eu 2 chefs en même temps. Vous voyez. René Lasserre a eu ça aussi. Oui. Tellement il y a de l'énergie. Quand le soir il y a 100 couverts, il faut envoyer tout ça. Et vous avez vu le canardier dans la salle qui presse le canard pour extraire le sang et le mélanger à la sauce brune. Alors, là, on était carrément au XVIe siècle, 1582. Je pense qu'on peut dire que c'est le plus vieux restaurant. Il n'y a pas de trace d'un autre établissement qui est accueilli du public. Mais on avait, et j'en parlais tout à l'heure, avec Monsieur Beauvillier, grand cuisinier, un café de Chartres qui ouvre dès 1784, donc avant la Révolution française, et qui va devenir peu à peu le fameux Véfour. Alors, le café de Chartres, donc, qui appartient à la chambre des huissiers. Qui appartenait à la chambre des huissiers. Maintenant, il a été développé par un grand restaurateur qui était chef chez les nobles, qui s'appelait Jean Véfour, en 1820, et c'est lui qui va donner son nom à cet établissement
que nous connaissons aujourd'hui, qui est resté dans sa patine originelle, est tenu par un très grand cuisinier qui s'appelle Guy Martin. Le restaurant est d'époque restauration, il est du temps de Louis XVIII. Le directoire. Mais en fait, le style est directoire. Bien ça, sûr. c'est assez étrange. Et quand je dis le style est directoire, quel décor! Oui. Peut-être l'un des plus beaux décors publics de Paris, là encore. Voilà, Une chose merveilleuse avec des églots les brisés fixés sous verre, extraordinaire. les dorures, et surtout le confort avec la vue sur le Palais Royal. Quand le soleil est là, c'est splendide. Avec un côté un peu plus intello qu'à la Tour. On a des gens comme Colette, évidemment, Oui, et pour cause, puisqu'elle habitait là. Colette Cocteau, Cocteau habite là, et Jean Marais, enfin il a eu, et Malraux. Marcel Achard. Et Malraux, le plus grand gastronome du XXe siècle. Malraux a fait tous les restaurants qui puissent exister. Oui, moi j'avais entendu dire qu'il déjeunait tous les jours chez Lasserre. Il déjeunait, c'est la pure vérité. René Lasserre, s'il était encore vivant, sa veuve vous le dirait, il vient tous les jours. Il y a eu une époque là où il y avait Claude Terrail, René Lasserre, il y avait un certain nombre comme ça de... Il y avait Jean-Claude Vrina. Ah oui. Jean-Claude Vrina, M. Barnago chez Prunier. Très grande table de poissons de la extraordinaire en écaillé. Ces gens-là sont des restaurateurs. Ils ne font pas la cuisine, mais ils la goûtent et surtout ils donnent leurs idées et leurs recettes au chef qui doit l'exécuter. C'est le cas de Claude Terrail. Mais c'est très important ce rôle du restaurateur qu'on a tendance aujourd'hui à oublier puisque les chefs sont devenus des superstars de nos jours. Et on a oublié un petit peu, on a le chef, on a en cuisine le maître d'hôtel et on oublie un peu celui qui reçoit en quelque sorte le patron de la maison. Alors le restaurateur en titre, quand il est propriétaire, c'est le cas de Terrail, c'était le cas de René Lasserre, c'est le cas de Séverina, voilà. Avant qu'il meure, au Taïwan, ces gens-là c'est chez eux. Vous voyez, on reçoit chez soi. En gros, c'est ça. Oui. Et d'ailleurs, le chef de la Tour d'Argent, il fait la cuisine de Claude Terrail, vous voyez, de lui-même. C'est-à-dire, c'est lui qui goûte. D'ailleurs, son fils vous l'a dit, André Terrail. Il passe son temps à goûter, à dire avec le chef, est-ce que c'est au point, est-ce que ça va plaire, est-ce que maintenant si on fait du navarin d'agneau, est-ce que c'est pas trop démocratique, des choses comme ça, vous voyez. Il y a un film qui montre très bien ce que peut être un grand patron de restaurant. On a entendu la bande originale tout à l'heure. C'est Le Grand Restaurant avec Louis de Funès qui joue le rôle de Septime, cette espèce de qui est à la fois un dictateur en cuisine et d'une onctuosité folle en salle. Oui, c'est ça, qui est le contraire. Oui. En fait, c'est des gens comme René Lasserre, comme Terrail, comme Claude, c'est des gens d'une grande élégance, c'est des gentilshommes à la française. Et Terrail avait une extraordinaire culture. Ses livres traduisent son esprit à la fois festif et en même temps historique. C'est des grands personnages de notre pays. On ne dira jamais assez à quel point la fréquentation d'un restaurant joue beaucoup sur sa réputation. Oui. Et il est évident que lorsqu'un club comme le club des Goncourt élit domicile dans un restaurant, ce qui est le cas de Drouan, ça lui donne un cachet particulier, évidemment. Oui, les Goncourt étaient très gourmands et donc les frères Goncourt là-bas, les frères, et maintenant on donne le restaurant, c'est perpétué. C'est ça qui est beau dans cette histoire des restaurants, c'est ceux qui se perpétuent et ceux qui ne se perpétuent pas. Malheureusement, oui. Par exemple, Beauvilliers. Beauvilliers a été recréé par un personnage qui a pris le nom du restaurateur et qui a créé un restaurant à Pigalle, à Montmartre, et le restaurant a disparu. C'est Romuald qui nous dit via Twitter « J'ai travaillé une année à la Tour d'Argent, j'en garde un souvenir très mémorable. Quelle grandeur dans tous les sens du terme. » Franck Ferrand, 14h, 15h. Un extrait du Festin de Juliette. Festin, car vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, des plus vieux restaurants de France, avec votre invité, le chroniqueur de gastronomie Nicolas de Rabaudy, auteur d'Histoire des 50 meilleurs restaurants de France aux éditions Alphée. Alors c'est Émeric qui également via Twitter nous dit « Mais alors, et la Couronne à Rouen, supposée être la plus vieille auberge de France, place du Vieux Marché ?» Ça, c'est des arguments de Rouennais. Cela dit, c'est un restaurant où on faisait, peut-être encore, le canard à la rouennaise. Un magnifique canard, c'est-à-dire un canard avec un jus, peut-être mêlé au sang, mais une grande sauce. La sauce à la rouennaise. Il y a comme ça un certain nombre de très vieilles maisons, bien entendu. Alors, on a beaucoup parlé de Paris jusqu'ici, mais certaines se trouvent, bien sûr, notamment dans la région gastronomique, dans le Lyonnais, évidemment, Nicolas de Rabaudy. Alors, si vous voulez, Fernand Point, à Vienne, au sud de Lyon, a été le plus grand restaurateur de province, français. C'est lui qui a formé notamment Paul Bocuse,
Donc ce restaurant existe toujours. La Pyramide, il est tenu par un très bon cuisinier qui a 2 étoiles, il s'appelle Patrick Henri Roux. Le restaurant n'a rien à voir avec ce qu'était du temps de Fernand Point et de Madame Point, Mado Point. À la fin des années 30, juste avant la guerre, il y avait une sorte de sport dans la haute société parisienne. On disait « Allez, on dîne à Vienne chez Point ». Et tout le monde prenait sa voiture, on arrivait à 22h à Vienne et on dînait sur place. Hein. Et Sacha Guitry disait « Un point, c'est tout ». C'était vraiment là, on a connu, on peut parler de gloire. Alors vraiment. la gloire, magnifique gloire de Fernand Point. Donc premier restaurant de l'histoire à avoir 3 étoiles, voyez, et qui a accueilli aussi le mariage Sacha Guitry, voyez, Oui, le mariage Sacha Guitry, dernier mariage qu'il offre aux mariés, et 8 jours après, il reçoit un diamant de Sacha Guitry. Oui, Fernand Point vivre. et Madame Point, Mado Point. Entre personnes qui savent vivre, tout va tout de suite mieux. Alors, on peut descendre un peu du côté des Baux-de-Provence et de Lousteau de Beaumanière, ça, il faut en parler. Vous avez raison de citer ça, parce que Loustao, donc à quelques kilomètres d'Avignon, en pleine Provence, ce restaurant a été créé par un Raymond Thuillier, qui est dans les années 50, qui était un assureur, qui avait appris la cuisine auprès de Fernand Point d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, qui était un élève de Point. C'est un élève de Point, et c'est un très grand cuisinier. Il faisait des plats très compliqués comme des terrines de riz de veau. Je me souviens de ça dans les années 80 quand je suis allé interviewer Raymond Thuillier. Lui, c'est le cas typique et unique d'un amateur qui devient un professionnel et surtout qui a 3 étoiles. Eh oui. Vous voyez, un des premiers 3 étoiles de l'histoire et surtout une des premières étapes pour les Français ou les Parisiens ou les Belges qui descendent sur la côte. On s'arrête là, vous voyez, dans cette ancienne bergerie devenue un des plus fameux restaurants de France avec un grand jardin, avec une piscine et un style de cuisine que Raymond Thuillier a transmis à son petit-fils André Charial. On n'a pas tellement parlé de Taïwan tout à l'heure, mais comment expliquer que certaines grandes maisons, c'était le cas de la Tour d'Argent évidemment, perdent leurs étoiles alors qu'elles sont toujours aussi magnifiques, si je puis dire? C'est le système plus ou moins juste et équitable du guide Michelin. Le guide Michelin donne ou retire des étoiles selon le gré des directeurs, et le problème c'est qu'ils ne donnent pas d'explication. Hein. C'est une société secrète, vous voyez, donc on ne sait pas pourquoi. La Tour d'Argent, par exemple, a perdu la 2e étoile. Pourquoi? Pour quelle raison? Et ça, c'est pas très bien, vous voyez. Dans notre société de transparence, il devrait pouvoir s'expliquer. D'abord, pour modifier, qu'est-ce qui ne va pas à la Tour? Qu'est-ce qui ne va pas chez Taïwan parce qu'on perd la 3e étoile? Ce serait bien mieux s'il le disait, vous voyez. Pourquoi garder pour soi les défauts qu'on a trouvés? Parce que quand on y va, en tout cas, les défauts, on ne les voit pas. Hein. Moi, je m'empresse de le dire, aussi bien dans une maison que dans l'autre. Surtout une seule étoile pour la Tour, c'est complètement ridicule. Oui. Quand on va du côté de Monaco, là, il y a une maison qui a été rendue célèbre par Thomas Mann et par les confessions du chevalier d'industrie Félix Krull. C'est l'hôtel de Paris. L'hôtel de Paris, donc magnifique établissement, tout blanc, comme un gâteau de mariage, qui a été développé grâce au prince Régnier. Parce que c'est le prince Régnier qui, dans les années... La maison existait depuis très longtemps, bien sûr. Bien sûr, mais il n'a jamais été une grande table. C'est des maisons où on mange des sols au riz, mais ce que veulent... comme au Ritz, hein. Comme au Ritz après Escoffier. C'est des gens où les gens s'en vont pour dîner ailleurs. Il y a tellement de restaurants à Monaco, notamment des restaurants italiens. Donc grâce au prince Régnier, qui a fait venir Alain Ducasse, l'hôtel, et surtout le restaurant Louis XV, a eu 3 étoiles, a été propulsé dans la gloire mondiale. Alors, il y a une époque qui a été celle des très grands restaurants parce que tout simplement, c'était celle de la haute société. C'était la belle époque. C'est-à-dire que à l'époque, les princes, les grands capitaines d'industrie, tous ces gens très fortunés qui possédaient des fortunes. Aujourd'hui, évidemment, il y a toujours de très grandes différences dans les fortunes. On voit des gens extrêmement riches, mais à l'époque, la richesse pouvait atteindre des sommets faramineux. Et donc, ces gens qui étaient oisifs, qui passaient beaucoup de temps dans différentes villégiatures sur la Côte d'Azur, à Biarritz, à Deauville et que sais-je, avaient besoin de bons établissements. Et c'est la période, on pourrait dire, c'est l'âge d'or des grands restaurants. Le plus célèbre de tous, c'est Maxime, évidemment, hein, alors, Maxime, qui est entré dans la littérature et dans la mythologie. Là. Maxime, en 1900, donc, a eu une gloire mondiale, plus grand restaurant du monde, restaurant où est né le champagne au restaurant, vous voyez, champagne en 1910. C'était la fête. C'est la fête, et surtout, il y a d'abord, comme vous disiez, des aristocrates, des gens de la finance, Louis Renault, hein, oui. Louis Renault, la famille Contade. Et Georges Feydeau, qui est là tous les soirs. Oui, et surtout des petites femmes. Et bien sûr, hein, la môme crevette. La môme crevette, la belle Otero, n'est-ce pas? Là, il y a, dans ce métro fabuleux, comme a dit Henri Gaud, il y a toute une vie festive, amoureuse
et de grandes gourmandises. Avec le décor qui va avec. Pardon d'insister là-dessus, mais je trouve, sans citer personne, parce qu'il y a de très très grands talents dans nos chefs actuels, mais je trouve que les salles ont tendance à devenir un peu sobres, un peu tristes aujourd'hui. À l'époque, on savait ce que c'était qu'en mettre plein les yeux. Là, le décor était fantastique. Le plus étonnant décor de restaurant qui existe à Paris, c'est le Train Bleu, hein, évidemment. Oui, bien sûr, oui. Le Train Bleu de 1900, hein, magnifique, avec 45 sculptures et tableaux, complètement dément. Hein. Et ça vient d'être refait d'ailleurs, le Train Bleu. Hein. Alors, parmi ces grandes maisons 1900, il y en a une devant laquelle on passe très souvent, parce qu'elle est sur le quai, là, donc il y a une façade un peu étrange. Elle est intrigante, cette maison, mais les Parisiens ne la connaissent pas toujours bien. C'est la Pérouse. Ouais. Alors, la Pérouse a eu 3 étoiles. Ah oui. La Pérouse, sur les quais des Grands Augustins, a été un très fameux restaurant par ses propriétaires. En général, la gloire d'un restaurant est liée aux gens qui en sont les propriétaires, les premiers clients, et surtout l'âme. Hein. La Pérouse a été un magnifique restaurant qui reste encore par le décor, par les petits salons où on peut s'enfermer. 2 couverts et on ferme la porte à clé. Vous voyez, il y a eu tout un mystère, toute une vie amoureuse dans ces restaurants. Chez la Pérouse, extraordinairement. C'est un peu la mémoire de la Troisième République. Voilà, qui se les trouve. sénateurs qui viennent là. Il y a même un souterrain, il paraît, qui va en dessous. Enfin, la Pérouse a été extrêmement fameuse. Ça existe encore. Il faut aller à la Pérouse. Malheureusement, il n'y a pas un cuisinier tellement à la hauteur. On ne sait pas très bien qu'est-ce qu'on fait là-bas. Et c'est ça qui est triste, vous voyez. Un grand restaurant, c'est aussi qu'est-ce qu'on mange, pas seulement qu'est-ce qu'il y a comme décor, comme disait Courtine, qu'on ne mange pas. Je vous trouve bien sévère. Enfin, je ne connais pas, après tout, le chef de la Pérouse, Nicolas Drabaudi. De grandes maisons 1900, le Doyen fait partie, parce que c'est l'époque où on aménage le bas des Champs-Élysées. Oui. Et donc, évidemment, il y a tous ces pavillons, Laurent également, etc. Voilà, les pavillons qui appartiennent à la ville de Paris, donc qui sont des concessions données à des propriétaires. Et le Doyen a eu, là, il y a quelques jours, la chance d'avoir 3 étoiles grâce à Yannick Aleno, qui était la deuxième fois qu'il a 3 étoiles. Hein. Tiens, parlons aussi du Pré Catelan, d'ailleurs, qui se trouve, lui, dans le Bois de Boulogne, qui est pas mal non plus, dans le genre grand restaurant. Très grand restaurant. Ouais. Un très grand restaurant, Yannick. Frédéric Anton, un sublime cuisinier, sublime. Alors, ce soir, on va beaucoup parler, étant donné que c'est là que se déroule le dîner d'après-cérémonie des Césars, oui. On va beaucoup parler du Fouquet's, qui est tout près d'ici, du reste, tout près d'Europe 1. C'est un peu le lieu emblématique des Champs-Élysées, le Fouquet's ? Oui. C'est 1900 aussi, au départ. C'est 1900. Ça a été un bistrot de chauffeurs. Enfin, les gens allaient aux courses. En partant de là, ils allaient aux courses. Alors, le Fouquet's a eu une extraordinaire vogue à cause du cinéma. Puisque sur les Champs-Élysées ont été bâties beaucoup de maisons de films, de producteurs, de réalisateurs. Les grands personnages du Fouquet's ont été les grands acteurs. À commencer par Rému, qui venait quasiment tous les jours, qui traversait la rue. Il y a eu une grande restauration au Fouquet's. Le Fouquet's a eu 3 étoiles avant la guerre, extraordinairement brièvement. Quand la guerre est arrivée, bien sûr, tout ça s'est effondré. Et après, le Fouquet's est devenu une brasserie de luxe, développée par Maurice Casanova. Et maintenant, l'établissement appartient au groupe Accor, au groupe de Seigne. Et c'est un restaurant qui est très fameux du point de vue de la clientèle. Encore une fois, un restaurant, c'est une clientèle. Qui recevez-vous chez vous ? C'est comme ça qu'on progresse et c'est comme ça que le bouche à oreille se crée. Alors, il y a dans tous ces restaurants très fréquentés par les célébrités, il y a forcément des zones qu'il faut connaître. Alors, quand vous n'êtes pas au courant, c'est pas très gênant, mais quand vous êtes au courant, il vaut mieux être dans la zone. Je pense évidemment à une brasserie. Là, on descend du niveau culinaire, mais la brasserie Lippe, où il vaut mieux être au rez-de-chaussée qu'à l'étage, par exemple. Ça dépend où on va vous placer, bien sûr. Je suis assez contre ce système. Tout le monde doit être traité de la même façon. Évidemment, quand c'est 3 ministres qui entrent, c'est ennuyeux de les mettre en haut. Vous voyez, voilà. Alors, c'est comme au Harrisbar de Venise. Je ne peux pas citer évidemment tous les grands chefs que vous évoquez, Vrina, Saint-Drin, Savoie, Michel Rostand, Robuchon, bien entendu, Frédéric Anton, dont on a dit un mot, Alain Ducasse, bien entendu, Yannick Aleno, vous en parliez à l'instant, etc., etc. Tous avec Alain Passard à l'Arpège, bien entendu, Pasco à l'Ambroisie, Piège aux ambassadeurs. C'est les nouvelles générations. Bon, tous ces grands chefs aujourd'hui sont devenus des vedettes, des stars planétaires. Le monde entier nous les envie. Alors, écoutez... et nous les emprunte, d'ailleurs. Mais bien sûr, ils ont des contrats partout. M. Robuchon a 22 restaurants dans le monde qu'il gère aux 4 coins de la Terre. Alain Ducasse, 25. Pierre Gagnère, une dizaine. Si vous voulez, c'est l'honneur de la cuisine française. La cuisine, c'est un savoir. C'est une expérience, c'est des recettes, une façon de faire, de la gestuelle. Et c'est ça que des grands chefs comme celui que je viens d'indiquer
Et Guy Martin, qui a un restaurant à Tokyo, vous voyez, ces gens-là, on leur demande de venir pour installer une cuisine, trouver des gens et fabriquer la gloire qui peut survenir. Mais je pense que grâce à vous et grâce à cette émission, Nicolas Drabaudy, on aura bien compris aujourd'hui qu'il faut distinguer le chef et son génie, car parfois on peut parler de génie, et puis le restaurant lui-même, qui d'une certaine manière a, qu'on le veuille ou non, maille à partir et fait partie en quelque sorte de l'histoire elle-même. Le restaurant, c'est quelque chose au-delà même du chef, n'est-ce pas? Bien sûr, oui, c'est un monument. C'est un emplacement, c'est là où on peut être heureux à table, hein, avec des gens qui ont quelquefois plus de dîner que d'appétit. Merci beaucoup Nicolas Drabaudy. Je rappelle le titre de votre ouvrage aux éditions Alphée Jean-Paul Bertrand, Histoire des 50 meilleurs restaurants de France. Et c'est bien un historien qui écrit. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Grégory. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Et il aimerait en savoir plus sur l'emploi du terme brigade dans les cuisines des restaurants. Alors, pourquoi dit-on brigade? Celui qui a eu l'idée d'appeler ainsi l'équipe d'une cuisine dans un restaurant, c'est le célèbre, c'est le mythique Auguste Escoffier, grand cuisinier de la fin du 19e siècle. On l'appelait le cuisinier des rois, et c'est vrai qu'il a été le cuisinier, le conseiller d'un certain nombre de têtes couronnées. Il est un peu le modernisateur de la haute gastronomie, si vous voulez. Dans l'histoire de la gastronomie française, ça c'était pas notre sujet aujourd'hui, mais il y a eu Carême et ensuite il y a eu Escoffier, on peut dire ça. Bon, et Escoffier avait en 1870 été mobilisé au service de l'état-major de l'armée du Rhin à Metz. Est-ce que c'est ce qui l'a inspiré? C'est très probable. En tout cas, il s'est dit que pour qu'une cuisine soit efficace et pour qu'un restaurant puisse être à la hauteur des attentes d'une clientèle qui était, vous imaginez un peu la clientèle d'Escoffier, il fallait que tout soit organisé d'une manière militaire. Ça supposait une organisation absolument impeccable en cuisine et un ordre est donné, il ne doit pas être répété 2 ou 3 fois, sinon on n'en sort plus, évidemment. Le cuisinier est irréprochable, ça veut dire qu'il ne boit pas, nous dit Escoffier, il ne fume pas, il ne crie pas, il respecte les règles d'hygiène et surtout toujours cette hiérarchie très stricte avec une répartition des tâches qui est absolument incroyable. Tout ça, évidemment, ça fait penser à l'armée et ça fait penser à la brigade. Et c'est donc lui qui va donner ce nom de brigade. C'est que les brigades dans les grands restaurants dont nous parlons depuis 1 heure avec Nicolas Drabaudy et dont Marion Ruggieri va vous parler dans un instant puisque son invité est un grand chef, ces brigades sont très nombreuses. C'est tout à fait passionnant si vous avez la possibilité, c'est pas toujours facile, mais n'hésitez pas à demander à voir la brigade dans un restaurant, vous serez étonné de voir cette organisation inouïe. Il y a on compte à peu près un employé pour un client. C'est-à-dire que si vous avez 60 clients en salle, eh bien, imaginez qu'il y a 60 personnes derrière dans la cuisine. Ce mot brigade d'ailleurs, et ça c'est assez